Bien, si vous voulez, nous allons débuter. Monsieur le maire de Tonneins, donc merci, monsieur le maire pour la mise à disposition de ces installations que monsieur Guy Lomé dit comme étant la plus belle salle du monde. Donc merci pour cet accueil ici. Et bien sûr, tout à l'heure, je te proposerai de clôturer cette séance si tu le souhaites. Juste, j'ai quelques... Jean-François Toumazeau qui est excusé avec pouvoir à Jean-Claude Derc. Bernard Montpouillan est excusé. Didier Montpouillan est excusé pour des problèmes de santé. Jérôme Bissière, excusé avec un pouvoir à Laurent Capelle. Pierre Ferry, excusé avec un pouvoir à Patrick Cardois. Véronique Béziade, excusé. Michel Perrat nous rejoindra tout à l'heure. Il m'a dit qu'il serait en retard. Dominique Capré, excusé avec pouvoir à Marie-France Bonneau. Didier Ressiot, excusé avec pouvoir à Gilles Lagahuzer. Et Sophie Borderie, excusez, avec un pouvoir pour moi-même. Voilà, moi, les pouvoirs que j'ai. Est-ce que vous avez autre chose? Non? Donc, on va débuter notre conseil. Val-de-Garonne, agglomération, donc boucle l'année 2023, mais en même temps, en réalité, c'est bien plus que ça, puisque, vous le savez, nous avons maintenant dépassé la moitié du mandat, qui était en juillet 2023, mais également, nous allons arriver dans quelques jours, le 31 décembre, nous allons accomplir notre 30e année. Sur ces deux échelles de temps, je vous invite à regarder, à apprécier tout ce qui a pu être accompli dans notre agglo et dont nous pouvons être satisfaits, dont nous pouvons être fiers. Depuis 1993, nous avons beaucoup grandi, mûri, nous nous sommes structurés, nous avons appris aussi à nous connaître parfois et surtout à construire une vision commune de territoire et à mettre en place des modes de travail collectifs. Les 3 dernières années ont été le temps aussi de l'accélération vers des transitions, vers des ruptures même, transition sociale, sociétale, écologique, démocratique. L'accélération aussi du mur climatique qui se dresse devant nous. Ces défis, nous devons les affronter directement, dès maintenant, pour ne pas les subir. Nous sommes donnés les moyens aussi, ou du moins certains moyens, pour le faire, même si, bien entendu, on n'est pas seul dans cette histoire. Avec cette séquence budgétaire, nous ouvrons donc une nouvelle année 2024, mais aussi, bien plus que ça, c'est un budget record en termes d'investissement, avec fort pour certaines des réalisations à venir, pôle multimodal sur la gare de Tonneins, déchetterie nouvelle génération en Marmande, plan cyclable, modernisation du centre de loisirs de Marmande. Pour la première fois, nous structurons, nous votons et rendons public donc une programmation pluriannuelle des investissements, donc un PPI, qui va bien au-delà de l'échelle du mandat, c'est-à-dire qui va jusqu'en 2030. Nous avons construit, parallèlement à la réflexion budgétaire, des plans d'action ouverts avec des partenaires sur les grands sujets de notre territoire. Finalisation du projet politique avec l'ensemble des élus du bloc communal et des agents de l'agglo, projet alimentaire de territoire, nouvelle feuille de route du développement économique et d'autres vont être lancés. Je pense en particulier le travail sur l'eau. Et nous votons ce soir pour la première fois un budget vert pour changer notre façon de concevoir nos actions et nos investissements, en y collant à égalité une vision écologique, une vision économique, une vision climatique. Nous sommes la première institution du Lot-et-Garonne à le faire. Nous le faisons en même temps que la région Nouvelle-Aquitaine. J'ai vu qu'ils faisaient le budget vert aussi. Je vois mes collègues qui sont aussi au conseil régional qui vont faire ce travail-là. Selon une méthode d'évaluation, on va le faire selon une méthode d'évaluation qui était indépendante et transparente, car nous avons conventionné avec l'Université de Bordeaux pour nous accompagner sur ce budget vert. Ce premier budget vert permet de voir où nous en sommes et nous fournit aussi un chemin pour améliorer l'impact climatique de nos dépenses. En 30 ans,
l'espace d'une génération, nous avons construit une base solide, cohérente, qui imagine aujourd'hui que l'agglo se dessaisisse de la voirie, des transports en commun, des crèches. En 3 ans, ce temps d'accélération, nous avons bifurqué, commencé à réorienter notre cadre de travail pour continuer à répondre aux besoins du territoire, aux besoins de ses habitants aujourd'hui, mais aussi et surtout pour assurer la pérennité, le dynamisme de ce territoire à l'échelle des 30 prochaines années, soit à l'échelle des générations suivantes. Alors, je propose donc de procéder aux désignations réglementaires avant de débuter notre travail. On doit désigner un ou une secrétaire de séance. Je ne vois pas Martine Calzavara. Donc, je propose à Patrick Cardois, il est là, d'être secrétaire de séance. Si vous en êtes d'accord. Très bien, merci Patrick. Je n'en attendais pas plus de toi, mais pas moi non plus. Donc, Patrick Cardois sera notre secrétaire de séance. Et le procès verbal étant la vidéo, je soumets cette dernière ainsi que le compte rendu des délibérations de la séance du 30 novembre 2023, qui était la séance en particulier sur le débat d'orientation budgétaire, à votre approbation. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? OK pour tout le monde pour cette approbation. Je vous remercie. Alors, le débat, je disais, d'orientation budgétaire qui a eu lieu, donc, on l'a vu, le 30 novembre, il y a donc un peu moins d'un mois, a permis de poser le contexte, le cadre, les ambitions et les nouveautés de ce budget qui vous est proposé ce soir. Je vous rappelle donc les ambitions qui ont été fixées lors de nos orientations budgétaires, que nous voulons être une collectivité, une agglomération engagée, avec le souhait de diminuer notre dépendance énergétique et notre empreinte carbone. Nous voulons être une collectivité locomotive pour préparer et accompagner le territoire aux nécessaires transitions. Une collectivité, une agglomération de proximité, de dialogue avec et au service de la population, au service des acteurs socio-économiques, au service des communes et au service du territoire. Mais également une collectivité mature, responsable, avec une bonne gestion de la collectivité et un employeur également attentif aux conditions de travail du personnel qui est à l'intérieur de cette collectivité, sécurisation des process internes, montée en compétences, développement de la culture de gestion financière et qualité de vie au travail. Des nouveautés cette année, donc je le disais tout à l'heure, le premier budget vert révélant que 48% de nos dépenses de fonctionnement sont favorables ou très favorables en termes d'impact sur l'environnement. Le budget vert est un outil de pilotage sur la transition écologique ainsi qu'un vecteur d'acculturation des élus et des équipes en charge des différentes politiques publiques. Nous allons également avoir comme nouveauté l'élaboration et le vote du plan pluriannuel d'investissement, le PPI, et ce, avec une vision jusqu'en 2030, pour poser une vision à long terme, au-delà du mandat et des mandats politiques, et guider les transitions dès maintenant, transition pour aujourd'hui et transition pour demain. Vous le verrez dans quelques minutes, ce budget, mais si je devais le résumer et résumer cette proposition budgétaire, je dirais qu'on a des dépenses de fonctionnement qui sont stabilisées, qui sont en dessous de l'inflation. On a un niveau d'investissement record pour passer à l'action et conduire les transitions nécessaires. On va le voir en particulier sur toutes les sobriétés. On a un passage à l'action pour atteindre la sobriété énergétique. Le vote du premier budget vert comme guide, point de repère, une fiscalité et des tarifs stables, une vision jusqu'en 2030 qui nous permet aussi d'avoir une transparence et puis une bonne gestion, et puis un engagement fort en faveur de la gestion de l'eau. On va le voir avec le PPI, on va avoir le financement donc, dans le temps de la mise aux normes des digues, gestion territoriale de l'eau et les enjeux sur l'eau potable. Et je vais laisser Laurent Capelle, maintenant, notre vice-président aux finances, nous donner et nous présenter les éléments budgétaires et financiers. Laurent. Merci Président. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc on va commencer par la fiscalité. Donc en trois petites étapes, le taux de fiscalité 2024, la taxe pour la GEMAPI et les taxes d'enlèvement des ordures ménagères. Concernant le taux de fiscalité 2024, il n'évolue pas par rapport à 2023, donc toujours pas de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Pour vous donner une idée, on a un petit taux sur les moyennes des communautés d'agglomération en 2023. Le foncier bâti est en moyenne de 2,60% sur l'ensemble des intercos. L'agglomération d'Agen est à 1% et Villeneuve est à 1,89%. Concernant la taxe foncière sur les propriétés non bâties, elle ne bouge pas non plus, 12,26%. Cotisation foncière des entreprises, 28,99%. Et taxe d'habitation sur les résidences secondaires, 9,96%. Pareil, indication sur les intercommunalités. Sur la taxe d'habitation des résidences secondaires, on est à 9,08 en moyenne, Agen à 9,59 et Villeneuve à 11,90. Bien, sur ce sujet-là, puisqu'il faut qu'on les vote, est-ce qu'il y a, bon, on l'avait dit, qu'on serait sur une fiscalité stable et taxe également, mais est-ce qu'il y a des questions concernant ces taux? S'il n'y a pas de questions, on va le passer au vote. Qui c'est qui est pour? Qui c'est qui s'abstient? Et qui c'est qui est contre? Donc vote à l'unanimité. Laurent? Oui. Concernant le produit GEMAPI 2024, donc pas d'augmentation là également. Donc on est sur un montant par habitant de 15 euros. Donc je vous rappelle que nous votons un produit global sur la base de 15 euros par habitant, mais ceci est une moyenne. Dans les faits, les contribuables peuvent payer des montants différents. En fait, ce sont les services fiscaux qui déterminent en fonction des bases les taux applicables aux taxes foncières. Voilà. Donc on est sur un produit de 925 380 euros pour l'ensemble de l'intercommunalité. Alors, on voit, on reste sur la même somme. Là, ça ne comprend pas, mais c'est logique, puisqu'on n'est pas en train d'attaquer le travail de la mise aux normes de nos digues. Donc là, à 15 euros, on est dans le travail habituel. On n'a pas là à prévoir aujourd'hui, puisque 2024, on n'aura pas de travaux pour la mise aux normes des digues, on n'a pas à prévoir de cotisations supplémentaires. Je rappelle, on le verra tout à l'heure, mais je rappelle juste qu'aujourd'hui, on est encore en un travail technique, mais on a déposé le système d'endiguement. On l'a déposé avec une proposition qui est avec un montant de travaux estimé à hauteur de 22 millions d'euros. De 2 millions d'euros. On a encore des remarques, et donc le travail n'est pas terminé avec les services de l'État. Et ensuite, le vrai problème sera le plan de financement. Je rappelle qu'avant, nous avions un financement, avant 2020, un financement qui était à 80%, 40% État, 40% de la part de l'Europe. Aujourd'hui, on aura au grand maximum 40%, et l'État ne garantit pas aujourd'hui qu'on aura les 40%. Donc vous connaissez le sujet, en train de négocier, mais ce n'est pas un sujet qui correspond uniquement à notre agglo, c'est vraiment un sujet qui est aujourd'hui pris par beaucoup de collectivités. Et si vous suivez l'actualité, il y a en particulier toutes les collectivités qui sont le long de la Loire, à qui aujourd'hui l'État est en train de transférer les digues, qui se retrouvent exactement dans les mêmes conditions que nous, avec une montée aujourd'hui, vraiment une montée en puissance des personnes qui sont en désaccord sur la façon dont est financé ces systèmes de digues, système d'endiguement pour les cours d'eau majeurs. C'est pas pour les ruisseaux, c'est bien pour les cours d'eau majeurs où effectivement on n'est pas dans la dimension des collectivités, des intercommunalités. Des remarques là-dessus? On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Vote contre? Donc à l'unanimité. Laurent? Oui. Concernant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2024, donc vous avez à l'écran le tableau qui concerne vos communes. Donc le taux ne bouge pas sur l'année 2024. Par contre, une refonte des taux et des secteurs sera opérée en 2025. Alors, sur ce dossier-là, hein, on avait arrêté les choses comme ceci. Effectivement, il y a une nécessaire révision des secteurs, nécessaire révision des taux.
et également nécessaire révision des services. Donc ça, c'est un travail qui est en train d'être fait aujourd'hui avec la houlette de Marie-France là-dessus. Donc 2024, on reste sur les mêmes conditions, mais à partir, donc on est en train de faire les études sur les études de la TOMI tout au long de l'année 2024. On a commencé, pas mal de communes ont déjà été enquêtées, on finit en 2024, et donc à partir de 2025, on aura des propositions qui seront faites là-dessus. Donc là, c'est une reconduction pour l'année 2024. Questions? Si pas de questions, on passe au vote. Qui est pour? Abstention? Une abstention? Vote contre? Donc, une abstention, vous avez vu au fond, Mme Calzavara. Très bien, donc le dossier est voté. Laurent? Oui. Donc, concernant le budget principal, sur les recettes réelles de fonctionnement, lors du DOB, on vous avait dit qu'on avait construit notre budget sur une hypothèse d'augmentation des bases de 5%, puisqu'on avait des taux fin octobre qui étaient à 5,7%. À la fin de la semaine dernière, le taux de revalorisation nominale définitif a été publié. Il sera de 3,9%. Donc il y a une légère diminution dans l'attente des notifications officielles des bases qui interviendront en fin 2024. Nous aurons donc un différentiel de 128 000 euros. Donc, sous réserve de l'augmentation physique des bases, ce montant devra être intégré au budget supplémentaire. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'il y a une forte diminution des produits de service et qui s'explique par l'arrêt de la redevance spéciale sur les éléments forts. Juste là-dessus, je rappelle, parce que l'année dernière, il y a eu des fois un amalgame entre le taux de la fiscalité et puis l'augmentation des bases. Hein. Donc l'année dernière non plus, nous n'avions pas augmenté les taux, mais il y avait eu une augmentation des bases qui était supérieure à ceci. Donc voilà, la fiscalité, les taux de fiscalité, eux, n'ont pas bougé. Mais c'était bien les bases qui avaient bougé avec une augmentation à 7,5% ou 3%, je ne sais plus. 7,1 ? 7,1. Voilà, 7,1%. Laurent ? Concernant les dépenses réelles de fonctionnement, donc, par rapport au rapport d'orientation budgétaire, il y a quelques ajustements par la prise en compte de la décision modificative que nous avons votée ensemble le 30 novembre. Elle a été intégrée. Dans le budget qui vous est proposé, vous noterez la maîtrise des charges à caractère général, puisque celle-ci diminue de 0,32, mais le président vous l'a annoncé en début de séance. La plus grosse variation, une des plus importantes bien sûr, est sur le 0,12. Bon, ce n'est pas une surprise puisqu'on en avait déjà discuté la dernière fois. Donc, il y a la répercussion en année pleine de l'augmentation du point d'indice de 1,5%. L'octroi de 5 points d'indice à l'ensemble des agents au 1er janvier 2024, mais vous l'avez également sur vos communes. Augmentation de la part patronale des cotisations retraite, CNRACL, de plus 1%. L'augmentation du SMIC. Et il y a également, on vous l'avait expliqué, il y a 2% qui sont dédiés à la mise en place de l'enquête TOMI, puisqu'au départ, on devait l'externaliser. Et en l'internalisant, on a augmenté le 0,12, mais on a diminué le 0,11. Enfin, l'agglomération s'est engagée en 2023 à la refonte des régimes indemnitaires des agents de catégorie C, avec un étalement sur l'année 2023 et 2023 à 2025. Juste sur le 0,12, le fait, on vous l'avait expliqué, qu'on avait internalisé plutôt les enquêtes TOMI parce que le différentiel était largement au profit de l'agglomération entre le coût que nous avons pour le personnel, sur le personnel, par rapport au coût qu'on aurait eu avec les bureaux d'études. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là, parce que c'est un choix qui effectivement amène la montée au niveau des charges du personnel, mais on aurait eu autrement des charges à caractère général qui auraient été beaucoup plus importantes. Donc c'est ça le choix qu'on a fait, qui amène de la mobilisation importante pour notre service, mais on aura aussi de la connaissance bien plus fine en ayant fait ce travail-là.
Concernant l'équilibre de la section de fonctionnement, je vous laisse prendre connaissance des chiffres. Donc, cette année, un virement de la section d'investissement de 2,6 millions. On était à 2,8 millions l'année dernière, en 2023, au budget primitif. Le président vous l'a dit en début de séance, on est sur une année record au niveau des investissements. Donc, bien sûr, ça a un impact forcément sur nos indicateurs financiers, donc sur l'épargne et sur la capacité de désendettement. On est quand même sur des niveaux satisfaisants parce que vous verrez au niveau des investissements, les engagements qui vont être pris. On est en capacité de désendettement à 5,37. Si vous vous souvenez, en début de mandat, on s'était dit de jamais dépasser 7. Donc on a encore de la marge, sachant que les investissements vont être très nombreux. Et le choix de ces investissements, on l'a répété, c'est essentiellement pour nous permettre de diminuer notre fonctionnement, puisque beaucoup de ces investissements sont liés à la transition énergétique. Pour exemple, on a parlé d'Aquaval, qui représente 60% de nos consommations énergétiques. Il va y avoir un gros investissement qui nous permettra de faire des économies par la suite. Donc on a voilà. Donc vous avez le tableau des dépenses d'équipement. Donc vous voyez, on est sur un total général de 17 millions avec des recettes à 6 millions. On est légèrement plus haut que l'année dernière, mais on est sur une année où on a légèrement plus d'investissement que l'année dernière, sur une année record, on l'a déjà dit. On l'a présenté là en politique publique. Juste un point, pardon Laurent, juste un point là concernant le développement économique. On voit une somme qui est à 340 000 euros. En fait, cette somme-là, elle est directement liée à la façon dont nous travaillons aujourd'hui, puisque aujourd'hui, nous avons sur le développement économique, en fait, des concessionnaires. Donc, ce n'est pas nous qui faisons les investissements, c'est le concessionnaire. Et nous, on a juste à prendre la part de déficit de l'opération. Donc, juste quelques exemples. Si je prends la zone de la plaine 2, le coût de l'opération est à 750 000 euros, la part VGA est à 91 000. Et donc, sur notre budget, on n'apparaît que 91 000. Or, l'investissement, lui, il est presque 10 fois plus. Si je prends la zone Marmande Sud 2, le coût de l'opération est à 5,4 millions. La part de VGA est à 1,3 million. Donc là, on est sur un rapport de 1 à 5. Si je prends la zone André Tevet, ici, à Tonnes, le coût de l'opération est à 9,6 millions, mais la part VGA est à 850 000. Donc on apparaît dans nos comptes que, alors c'est sur plusieurs années, mais on apparaît dans nos comptes que la part VGA, alors que l'investissement réel qui est fait pour accueillir les entreprises, ben voilà, c'est x10 par rapport à ce que l'on fait. Bon, voilà, c'était ce que je voulais préciser concernant ceci, mais je pourrais le faire également. René pourrait en parler sur les Ogmax. On a exactement les mêmes choses. On n'a que la part VGA qui apparaît, alors qu'il y a de la mobilisation bien plus importante concernant ces actions-là. Donc, sur les principaux investissements, donc, il vous est présenté là, un tableau qui est un petit peu restrictif, mais il n'y a pas que ça. Ce sont les investissements consolidés puisqu'ils intègrent le PEM de Tonnes, voilà, qui est inscrit sur le budget annexe des transports publics urbains. Donc, on l'a dit, de nombreux investissements. PEM, c'est pôle d'échange multimodal. Oui, pardon. C'est l'habitude des réunions, ça. Donc, travaux voirie, 5,9 millions, rénovation de centre loisirs de Marmande, 2,2 millions, pôle d'échange multimodal Tonnes, 1,7 million, maison de l'habitat, 700 000 euros, fonds de concours, 700 000 euros, soutien aux communes, c'est les 700 000 euros, et les 233 000 pour Marmande et Tonnes. Travaux de maintenance, 375 000 euros, géothermie pour Aquaval, 470 000 euros, future déchetterie de Marmande, 300 000 euros, décarbonation du bâtiment principal de l'agglo, 140 000 euros. Non, pardon, ça c'est sur la voirie. Étude future déchetterie Tonnes, 100 000 euros et le siège, 105 000 euros. Donc tous ces travaux, on l'a dit, certains parmi eux
vont entraîner des économies. On a une estimation sur les économies qui seront faites par rapport à ces travaux. Elles sont de l'ordre de 3 600 000 euros, puisqu'on va diminuer des loyers et puis faire des économies d'énergie. Sur les recettes d'investissement, donc on a 6,3 millions de subventions, nouvelles ou notifiées, le FCTVA 2,1 millions et l'emprunt 8,7 millions, 9 millions 2 au BP 2023. Et ce montant sera diminué lors de la reprise des résultats de l'exercice 2023 après le vote du compte financier unique. Je vous laisse prendre connaissance de l'équipe de la section d'investissement. Donc, total dépenses pour 2023, 28 652. Budget 2024, 22 548 341. On vous a fait, puisqu'on en a parlé en début de séance, on vous a parlé du budget vert. Donc, je pense que maintenant, on vous l'a assez répété. Le budget vert, ce n'est pas un budget à part, hein, c'est une vision de comment fonctionne notre agglo. Donc, en fonctionnement et en investissement, on a pris comme référent pour ce budget vert le budget principal et deux budgets annexes, la GEMAPI et les transports. Et on a pris toutes les dépenses qui étaient supérieures à 50 000 euros, ce qui représente 80% de notre budget. Donc ce tableau sera le point zéro donc, de notre budget vert. Donc aujourd'hui, on voit que sur le budget principal, on est en fonctionnement à 40% en favorable, très favorable, neutre 43% et défavorable, on est à 17% sur le fonctionnement. On est à peu près sur les mêmes montants en investissement. Pour rappel, on va dire si on fait 1 kilomètre de voirie nouvelle, on est en défavorable. Si on fait 1 kilomètre de voirie pour faire une piste cyclable, à ce moment-là, on est en favorable. Et l'entretien des voiries est en neutre. Sur les budgets annexes. Il ne faut pas voter là sur le budget principal. Ah oui, si, pardon. Oui, il faut voter. Je suis allé trop vite. Non, excuse-moi. Bon, vous avez vu la présentation. Enfin, je ne vais pas revenir sur les grands éléments, mais encore une fois, je dis bien l'aspect des dépenses qui sont stabilisées en dessous, même si on peut toujours faire mieux, mais en dessous de l'inflation. Une vigilance sur les recettes, voilà, quand même. Je pense que c'est quand même l'élément qu'il faut qu'on retienne là-dessus, une vigilance sur nos recettes. Et puis, une année en termes d'investissement, une année qui continue à être une année forte. Mais si on veut atteindre à la fois le développement qu'on souhaite et également les économies d'énergie, on est obligé d'avoir des phases d'investissement. Je rappelle que 2022 avait été l'année record jamais atteint dans la réalisation des investissements. 2023 sera supérieur. Je dis bien à la fois au niveau du montant de l'investissement réel et puis également avec un taux de réalisation qui a été largement supérieur à celui qu'on avait eu en 2022. Donc là, on va être sur un taux de réalisation qui sera à 75%. Donc j'en profite pour remercier l'ensemble des équipes qui ont travaillé pour pouvoir atteindre ces taux. Donc quand on fait un budget, c'est aussi pour le réaliser. Et donc c'était un élément important pour nous d'avoir toute cette modernisation qui est en train de se faire. Donc 2023, je dis bien quand on fera le compte administratif, ce sera une année record par rapport à jamais sur notre agglomération. Et les prévisions sur 2024 sont à nouveau importantes, voire très importantes. Et avec une présentation en budget vert, mais j'y reviens plus là-dessus. Sur le budget principal, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Dante Rinaudot. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Monsieur le Président. Non, juste une précision de plus par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure concernant la part d'investissement sur André Tevet, mais c'est valable ailleurs aussi, bien entendu, sur tout ce qui est économique.
Tu disais effectivement que bon, c'est un investissement d'ailleurs extrêmement productif, puisque 850 000 euros d'investissement pour 4 millions, 4 millions et demi de dépenses, c'est ce que ou 9 millions 6 de dépenses. Oui, donc voilà, c'est énorme l'écart. Je préciserai, tu parlais de recettes aussi, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement. Moi, je préciserai aussi qu'il est intéressant de valoriser ces investissements productifs, à savoir ce que ça rapporte aussi derrière, parce que les entreprises donc, qui se sont installées sur ces zones industrielles aujourd'hui, eh bien, paient de la CFE, CVAE, etc. Et donc, ça vient en plus aujourd'hui dans les recettes de l'agglomération. Donc ça, c'est... Voilà, je voulais le préciser parce que là aussi, on voit la nature et le niveau de cet investissement productif. Oui, je te remercie de le souligner. Alors, je le redis, aujourd'hui, sur les friches, les 850 000 euros, c'est la part argent public de l'agglo. Mais en argent public globalement, sur André Tevet, c'est pratiquement 2 millions d'euros d'argent public. C'est-à-dire qu'on a été globalement à 20% d'apport d'argent public pour avoir un équilibre sur cette opération. Donc on a là, quand on est en dessous de 10%, on considère un peu partout que ça va à peu près, mais sur le modèle des réhabilitations de friches, parce que l'investissement est souvent supérieur, il y a très souvent à désamianter, il y a très souvent à démolir, on a des investissements beaucoup plus lourds. Le modèle économique n'est pas encore trouvé. Mais en l'occurrence, sur celle-là, on est à 1 pour 10, donc vraiment, c'est une très très belle opération. Et tu as raison aussi, on investit aussi dans l'accueil d'entreprises parce que derrière, ça produit de la richesse, ça produit aussi de la proposition d'emploi pour l'ensemble de la population. Par contre, dans les recettes, aujourd'hui, c'est plus que la CFE, la CVAE, c'est fini. Voilà. Donc il n'y a plus que la CFE et la CVAE et il n'y aura plus de compensation. Elle va être compensée au niveau où c'était, mais maintenant, ça va être figé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Pardon, je ne sais pas que des questions. S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Qui est pour? Abstention? Vote contre? Donc vote à l'unanimité. Laurent, je te laisse. Merci. Concernant les budgets annexes, donc on peut directement passer à la slide suivante. Donc, quelques remarques sur ces budgets annexes. Concernant les pépinières d'entreprise, la subvention d'équilibre cette année prévisionnelle s'élève à 106 000 euros contre 33 000 en 2023. Il y a une explication logique à ceci. C'est quand on avait eu en fait un dégât des eaux sur les pépinières et on n'avait pas eu besoin, puisqu'on avait touché les assurances, on n'avait pas eu besoin. Là, on revient à un taux ordinaire autour de 100 000 euros. Sur le transport public urbain, le versement mobilité, donc là, je rappelle ce que c'est la taxe payée par les entreprises et collectivités de plus de 11 salariés, s'élèvera à 2,4 millions et permet d'équilibrer le budget. Les investissements programmés en 2024 concernent principalement le pôle d'échange multimodal de Tonnes. Concernant la GEMAPI, le président l'a expliqué tout à l'heure, donc les investissements correspondent aux travaux courants sur les digues, ainsi qu'une enveloppe prévisionnelle de 500 000 euros en cas de crue. Et au niveau de l'assainissement, donc là, avec une augmentation des investissements en raison des travaux d'urgence sur les égouts bâtis de Marmande, donc qui représentent 1 million d'euros. Donc, on vous l'a dit tout à l'heure, les budgets verts ont été faits sur le budget principal, sur le budget GEMAPI et sur le budget des transports. Donc là, vous avez la représentation budget vert de ce que représente le budget GEMAPI. Donc, avec une petite partie en vert et le reste en neutre, puisque bon, ça correspond aux travaux ou alors à l'entretien des digues. Sur le budget transport, par contre, on est sur un budget totalement vert puisqu'on est sur de la mobilité douce. Donc voilà. Très bien.
juste une précision. Je vois, je cherche Laurent. Voilà. Une précision sur la couverture là, du déficit sur les pépinières d'entreprise. On a deux choses. On a le déficit de l'année, mais on est en train également d'apurer. On avait pris, je crois, en 5 ans. On avait un déficit qui était important sur les pépinières et qui restait en déficit tout le temps. Et donc, on a décidé de l'apurer en 5 ans, de manière à ce que chaque année, on ait simplement à prendre en compte le déficit de l'année. C'était quelle somme, Laurent, pardon? Bonjour. On est sur 200 000 euros par an sur 5 ans. Donc, il y avait 1 million de déficit qui restait à absorber. Là, on est sur la 3e année. Donc, il restera 2 ans en fait, pour l'éponger. Ok, donc je voulais le préciser parce que c'est comme ça, on aura, voilà, à la fin du mandat, on sera sur un compte sur les pépinières qui seront, les comptes qui seront apurés de ce déficit qui date de un certain nombre d'années. Voilà, c'est ce qu'on avait décidé de faire ici en conseil communautaire. Sur les budgets annexes, est-ce qu'il y a d'abord des questions avant de passer sur les votes? Alors, oui, Gilbert Dufour. Il y a le micro derrière toi. Excusez-moi. Ça marche. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le Président. Oui, sur les zones comme éventuellement la zone de Samazan, moi, ce qui me... Enfin, je fais une remarque juste, puisque de toute façon, elle est en activité. Mais c'est quand même une zone inondable, et en fait, on a déjà eu un sinistre. Et donc, en fait, on a la chance que les assurances nous couvrent aussi. Parce qu'en fait, nous, dans nos communes, quand il y a une zone inondable, on ne construit pas, quoi. Et en fait, c'est pas de notre... c'est pas nous-mêmes qui avons construit la zone, c'est d'avant. Mais en fait, elle est grande maintenant. Et il y a eu déjà des déboires. Et on se vante un petit peu de construire sur une zone inondable. Et donc, moi, ça me gêne. C'est tout simplement. Mais après, c'est comme ça. Voilà, comme tu dis, c'est comme ça. Non, mais là-dessus, deux choses. Les assurances, si elles sont intervenues, elles ne sont pas intervenues pour le financement des dégâts qui étaient sur les biens publics. Elles sont intervenues effectivement, et tant mieux, sur les dégâts qui étaient dans les biens privés, donc dans les entreprises. Pour notre part, on a dû réaliser, rappelle-toi, ces 550 000 euros d'investissement de manière à effectivement essayer d'éviter ce type de problème. Donc, c'est évident que l'on a amélioré les choses. Voilà, après, je ne dirais pas que ça ne se reproduira plus. Enfin, ça, je ne peux pas le dire. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Sinon, on va passer au vote. Donc d'abord, le budget primitif. Pardon. D'accord, mais tu me le diras quand ce sera sur l'eau alors. Donc le budget primitif du budget annexe adduction eau potable, donc c'est celui-ci. Donc qui c'est qui est pour? Qui c'est qui s'abstient? Pas d'abstention, donc une non prise au vote de Régine. Très bien. Sur le budget annexe assainissement collectif, qui c'est qui est pour? Non-vote de Régine, pas d'abstention ni de vote contre. Très bien, merci, à l'unanimité. Le budget annexe du SPANC, qui c'est qui est pour? Non, c'est bon pour que vous participiez, hein, parce que sinon... très bien. Pas de vote contre, non-participation. Très bien. Budget annexe GEMAPI, qui est pour? OK. Unanimité. Unanimité. Lotissement communautaire, qui c'est qui est pour? Pas de vote... contre ou abstention, merci. Et budget annexe prestation de services voirie. Qui c'est qui est pour? Très bien. Donc à l'unanimité, merci. Transport public urbain.
Qui c'est qui est pour? C'est le dossier 11. Très bien, unanimité. Je vous remercie. Pépinière d'entreprise. Pour? Pas d'abstention, pas de vote contre. Très bien, unanimité. Zone d'activité économique. Qui c'est qui est pour? Pas d'abstention, pas de vote contre. Et le budget annexe énergie photovoltaïque, c'est la première fois. On a créé ce budget, c'est une obligation pour nous. Donc c'est le premier budget que l'on fait là-dessus. Qui c'est qui est pour? Pas d'abstention, pas de vote contre. Donc c'est à l'unanimité. Très bien. Laurent? Oui. Donc, on va vous présenter maintenant le budget consolidé. Bon, Michel n'est pas parmi nous, mais il aime bien cette slide. Donc, vous avez les chiffres. Donc, un budget consolidé de 91 millions avec les opérations d'ordre. Voilà. Donc, vous avez l'ensemble du budget sous les yeux. On vous a fait une petite représentation sur la slide suivante. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous avez trois pôles importants. Donc, petite enfance et enfance à presque 12 millions, qui représentent 15% du budget. Voirie, cadre de vie, qui représente 15% du budget. Et les déchets, qui représentent encore 14% du budget. Voilà. Budget qui reste quand même relativement stable sur les déchets, alors que les prix, que ce soit les prix de la collecte ou les prix du traitement, sont des prix qui continuent à avancer, ce qui nous permet de rester avec un budget stable, c'est le fait de la baisse des tonnages, puisqu'on a baissé en 2022 de 7% et 2023, on devrait être à 7 ou 8% de baisse également, donc supplémentaire. Ce qui est bien, il faut véritablement qu'on reste sur cette baisse-là. Si on veut, alors normalement, la tarification incitative mettant l'accent dessus va permettre de continuer la baisse là-dessus, mais les prix, eux, à la tonne, continueront, eux, à monter. Je te laisse finir, Laurent. Oui. Ah. Et donc, la dernière slide, et après, je vous libère sur le budget. Donc, c'est le budget vert consolidé. Donc, vous pouvez voir qu'au niveau du fonctionnement, 48% de notre budget est en vert. Et sur les investissements, vu qu'on travaille dans le bon sens, on est déjà à 51%. Et il y a encore une grande partie du chemin qui est à faire. Voilà. Et je vous remercie d'avoir été aussi attentif. Merci Laurent pour cette présentation qui est à la fois précise mais synthétique. Mais ça fait du travail qu'on fait maintenant depuis plusieurs réunions. Alors, sur le dossier suivant, c'est dossier 15, c'est le plan pluriannuel d'investissement. Je l'ai dit tout à l'heure, ce plan pluriannuel d'investissement, c'est un outil de pilotage pour nos politiques publiques et puis c'est aussi un instrument de prospective financière. Ça formalise bien entendu les choix d'investissement qui sont décidés à partir de l'étude de la situation financière, mais également de l'étude de nos besoins. C'est un travail que nous n'avons jamais fait jusqu'à présent. Nous n'avons jamais voté de PPI dans notre agglo. C'est la première fois. Donc, je m'étais engagé à le faire pour le budget 2024. Voilà, ça nous a demandé du travail, mais nous avons abouti. Les avantages, eux, ils sont importants, indéniables. Ça va faciliter la réalisation de nos projets. Ça donne de la lisibilité, notamment sur nos engagements en faveur des transitions. Et puis, c'est un outil de bonne gestion des collectivités dans des contextes aujourd'hui qui sont des contextes tendus, qui peuvent être des contextes de baisse de ressources et qui aussi nous obligent à être, on va dire, le plus efficace possible sur nos dépenses. C'est un outil de transparence vis-à-vis des citoyens également et c'est aussi un outil de dialogue avec l'ensemble des financeurs, avec les banquiers, également avec l'État, pour voir comment chacun prendra ses responsabilités en faveur des transitions et donc tiendront aussi leurs engagements. Ça nous permet également d'optimiser la gestion de la dette et puis ça facilite
la réaction aux aléas en disposant d'une vision claire des projets qui sont en cours ou envisagés. Donc, en fait, le PPI, c'est à la fois un outil technique, mais c'est un outil aussi politique de gestion de notre territoire. Alors, nous avons travaillé à partir de 7 enjeux. Premier, donc, c'est d'avoir une aglo à la fois en faveur de la transition écologique, parce que nous devons continuer à diminuer notre dépendance énergétique et notre empreinte carbone pour préserver les générations, qu'elles soient actuelles ou les générations futures. Nous nous sommes engagés dans un plan de sobriété qui concerne tous les services et particulièrement notre équipement aquatique Aquaval. Tout à l'heure, ça a été rappelé, c'est 60% des dépenses d'énergie que l'on a dans l'ensemble de l'agglo. Notre schéma de directeur de l'immobilier et de l'énergie, qu'on vient de finaliser il y a quelques jours, nous donne aujourd'hui la lisibilité pour établir une réelle stratégie de gestion patrimoniale, de gestion durable de ce patrimoine, et nous permet aussi de savoir de quels moyens nous allons devoir mobiliser. Dans ce cadre-là, dans cet enjeu-là, nous allons retrouver les aménagements cyclables, les schémas de déploiement des énergies renouvelables, dont les plans de solarisation, la décarbonation du parc de véhicules, la préservation de la biodiversité, la restauration des milieux naturels. Nous sommes aussi, on le disait tout à l'heure, une agglo qui est une agglo locomotive. Ça fait partie de nos rôles, on n'est pas les seuls. On fait partie des locomotives. Et en tant que maître d'œuvre des transitions, on se doit de préparer, d'accompagner le territoire au changement. Et donc là-dedans, dans cet enjeu-là, on va trouver tout le travail qu'on fait avec les entreprises sur les transitions économiques. C'est sur l'innovation, sur le projet alimentaire territorial, sur le travail sur les réductions des déchets, sur la gestion territoriale de l'eau et la sécurisation de la ressource. Enfin, l'agglomération doit également avoir un rôle de moteur dans tout ce qui est expérimentation, innovation, avec par exemple le lancement d'un incubateur dédié aux industries culturelles et créatives. Nous devons être une agglomération, je le disais tout à l'heure, de proximité, une agglomération de dialogue. On doit rendre possible les projets, que ce soit avec et bien sûr au service de la population. Là-dedans, on va trouver les nouvelles déchetteries, par exemple, qui sont plus adaptées aux besoins qu'aujourd'hui. On va trouver aussi les tarifications plus justes des déchets. On va avoir tout le système d'endiguement, le PAPI. Bien sûr, on aura toutes les voies communautaires, on aura toutes les structures, travail sur les structures petite enfance, en particulier sur le Toninquet, mais pas que, mais sur le Toninquet parce qu'on a une crèche qui doit être dédoublée. On a une grosse rénovation sur la première crèche qui était sur Marmande aussi, qui est prévue. On aura la réhabilitation du centre de loisirs de Marmande, la création d'une maison de l'habitat. On a aussi, et bien sûr, ce sera des investissements, les politiques de contribution à la création de logements sociaux, l'adaptation de l'offre de services sur Aquaval et les piscines extérieures, le travail également sur l'expérimentation du transport à la demande, l'intermodalité également là-dessus. On doit, dans le cadre toujours de l'agglo de proximité, on doit aussi réaliser et rendre possible des projets avec les acteurs socio-économiques. C'est tout le travail que l'on fait sur le schéma des friches industrielles, sur l'extension adaptation des zones d'activité, sur l'incubateur, je le disais tout à l'heure, sur l'accompagnement des petites entreprises, ce qu'on va faire avec le conseil régional, avec les actions collectives de proximité. On y était cette semaine là, dans une matinée pour travailler sur cette action-là. C'est le travail sur la couveuse agricole que l'on doit moderniser sérieusement. C'est bien sûr tout le travail autour de l'emploi, formation, orientation, sujet important de notre territoire. On est un territoire, au-delà d'être un territoire pauvre, on est un territoire sous-formé, on est un territoire sous-qualifié. Et donc là, nous avons nécessité de travailler sur les montées en compétences du territoire. Et puis c'est également la fin du travail sur l'économie sociale et solidaire. Toujours dans l'aspect de la proximité, bien sûr, le travail à faire avec et au service des communes. Donc on a toutes les animations, bien sûr, à faire là-dessus, que ce soit les rencontres, les réseaux secrétaires, tout ce travail-là. Mais on a tout le travail autour de l'eau,
que ce soit l'eau pluviale, les ressources en eau, la potabilité de l'eau, et la gestion de l'eau et partage de l'eau avec les autres utilisateurs qui vont faire partie des grands dossiers qu'on va devoir suivre. On a bien entendu les fonds de concours qui sont ici. On a toutes les actions cœur de ville, ORT, qui sont également là. Et puis également la partie plan de végétalisation pour les communes. Mais Tanguy nous en parlera tout à l'heure un peu plus. Et puis, enfin, on aura aussi dans la partie proximité et dialogue au service du territoire, bien entendu. Donc là, on a travaillé sur l'observatoire, à travailler sur l'attractivité et la structuration de l'offre touristique en particulier. Et enfin, sur notre travail nécessaire en tant qu'employeur, nous avons avancé, mais on doit continuer. Les procédures internes ont été consolidées, sécurisées. Bon, vous l'avez vu, la Chambre régionale des comptes a également souligné la bonne gestion financière de notre agglo. Bien sûr, il y a encore à faire, pas à pas. Notre administration se structure. On a encore des services qui sont en souffrance. On était sur un comité de pilotage mutualisé il y a quelques jours. Et bon, voilà, on a encore des services qui sont en souffrance, donc sur lesquels il faut qu'on arrive à avancer sur ce travail-là. On doit toujours travailler sur l'amélioration des conditions de travail, que ce soit sur le matériel et les locaux, sur la juste rémunération. Et je remercie toujours, je vois en face Claude Lalande pour le travail qu'il réalise avec les représentants du personnel là-dessus. Et bien sûr, on a tout le travail d'entretien du patrimoine de l'agglomération là-dessus. Voilà, donc ça, c'est sur ces enjeux-là que l'on a bâti le PPI. On a une répartition consolidée annuelle, voilà, on va le voir. Et donc là, on l'a fait par politique, par un jeu tel que je viens de vous le présenter. Bon, on voit que là-dessus, on a, bien sûr, c'est au service de la population, les plus grands engagements. Par contre, vous voyez la partie un peu jaune, hein, et ça, c'est tout ce qui est autour des transitions, et en particulier sur la partie des sobriétés. Donc, on voit bien qu'on est sur des engagements là qui sont lourds et qui rapporteront demain, mais après qui sur les dernières années, seront moindres parce qu'on aura réalisé la plupart de ces travaux. Effectivement, les réaliser dès aujourd'hui, on va dire, ces investissements verts, ça donnera des résultats pour demain. Mais ces économies-là on sait qu'il faut d'abord investir pour pouvoir avoir des économies de demain. Donc, là-dessus, le PPI sera bien sûr révisé chaque année. Il sera révisé parce que on a un sujet important que j'ai intégré dans le PPI à partir de l'année 2026. C'est la GEMAPI, mais là, on l'a intégré avec un taux de financement à hauteur de 80%. Voilà. Il n'est pas intégré avec un taux à 40%. Voilà, donc, c'est la bagarre qu'on est en train de mener, vous le savez. Bon, on verra comment les choses vont se passer ensuite en ceci. Bien sûr, on va avoir la réalisation des économies. Ça, c'est l'investissement est complètement nécessaire. Mais demain, il faudra qu'on ait cette sobriété-là, c'est-à-dire qu'on ait effectivement des économies là-dessus. C'est aussi un travail sur l'optimisation des recettes là-dessus. Et puis, on est parti sur une inflation limitée, c'est-à-dire qu'on a pris la courbe qui était en train de fléchir sur cet aspect-là. Voilà ce que je voulais dire sur le PPI. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui. Oui. Ça arrive, Jean-Michel. Merci. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Oui, Jacques, juste une info. Tu sais que sur les digues, on a le problème du sur-risque que nous demande l'État.
Et donc, on risque peut-être d'avoir un coût encore un peu plus sur les 22 millions que tu as annoncé tout à l'heure. C'était juste ce qu'on a appris il y a pas si longtemps que ça. Non, non, Voilà. je sais, il y a 15 jours. Voilà, c'est ça. Mais bon, on est, ce que je disais tout à l'heure, on est encore dans la négociation là, avec le service de l'État. Et comme vous le savez, je vois le préfet de région à ce sujet le 15 ou 16 janvier. Voilà, donc c'est... Parce que ce que dit Jean-Michel, là, nous, on avait terminé nos études, et puis il y a effectivement l'État qui a sorti un nouveau arrêté ou décret, je ne sais pas, qui fait que les études qu'on a fait, c'est 500 000 euros hein, sur le système d'endiguement. Et en fait, ça change la donne. En fait, ils ne vont plus regarder et analyser en fonction de ce que nous, on a fait dans de bonnes conditions. Mais en fait, il y a une nouvelle condition qui est venue se rajouter. Alors, c'est pas neutre de voir sortir ces nouvelles conditions-là. C'est parce que l'État est en train de finir de donner, en janvier, là, ils finissent de donner tous les systèmes d'endiguement qu'ils avaient aux intercommunalités. Et donc maintenant, ils peuvent, on va dire, alourdir les conditions, puisque ce n'est plus de leur fait, ils n'auront plus, eux, en tant que gestionnaires de digues, à le faire. Bon, voilà, donc on est dans cette situation-là. Bon, on va voir. Moi, ce que je plaide là-dessus, c'est que nous, on avait fini l'étude avant que sorte cet élément-là. Bon, voilà. C'est ce que je plaide. Mais Jean-Michel, je n'ai pas la réponse là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si il n'y a pas d'autres questions, je vais passer au vote, non, c'est ça? Pardon. Donc, qui c'est qui est pour, pardon, sur ce PPI? Est-ce qu'il y a des votes contre et des abstentions? Très bien, je vous remercie. Alors, pardon. Voilà, on va passer au dossier 16 et je vais laisser Laurent Capelle en faire la présentation pour le 16 et le 17. Donc, sur le dossier 16, donc, révision des autorisations de programme. Je n'ai pas le diapo, moi. Voilà, c'est pour se mettre en conformité avec le budget que l'on vient de voter, donc sur différentes modifications. Vous n'aviez pas prévu de diapo? Non, je ne crois pas qu'il y avait pas de diapo là-dessus, mais vous avez les dossiers. Oui. Et c'est à la marge sur... on a quels AP qu'on reprend? Tu peux juste nous dire... Non, je ne les ai pas. Mais Laurent va nous le dire. Laurent, si on peut donner le micro à Laurent. Donc, ce que l'on a, c'est la construction de la crèche de Foyer. Voilà, donc on a une reventilation là-dessus. On avait des crédits de paiement avant révision qui étaient à 958 000 euros. Et après révision, on est à 968 000 euros. C'est ça? Oui, donc en fait, comme le disait le vice-président Finance, en fait, c'est mettre en concordance en fait les crédits de paiement 2024 avec le budget. En fait, c'est pour ça qu'on révise les APCP. Donc il y a la crèche de Foyer, effectivement, la maison de santé de Clairac. En fait, on est sur des fins d'engagement qui restent encore à payer. On révise également la voie verte, les déchetteries, la voirie urbaine de Marmande, l'OPA et l'assainissement de Marmande et de Tonnas, et la PCP sur le renouvellement des véhicules. Voilà, tout ça, c'est de la mise en concordance avec le budget 2024.
OK. Est-ce qu'il y a des questions concernant ces révisions de la PCP? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Très bien, donc c'est voté à l'unanimité. Et l'assujettissement à la TVA pour l'activité prestation de livraison de matière de récupération? Laurent, vous pouvez nous dire le... Oui, en fait, il s'agit de, comme c'est indiqué, d'assujettir à la TVA. En fait, tout ce qui est revente en fait, de matériel recyclé, en fait, c'est une activité qui est rentrée dans le champ de la TVA, qui jusqu'alors n'était pas assujettie à TVA. Donc, en fait, voilà, à partir du 1er janvier, ça va nous permettre de déduire, en fait, de récupérer en fait, la TVA sur cette activité. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est comme ça. D'autant qu'on va récupérer sur 2 ou 3 ans, en fait, ce qu'on aurait dû percevoir auparavant. D'accord. OK. Je suppose que tout le monde est d'accord là-dessus. Très bien. Je vous remercie. Dossier suivant. Par rapport, plusieurs dossiers là-dessus. Le premier, c'est sur France Ville et Territoires Durables. Juste, on commence à travailler avec cette association et donc la proposition, c'est d'y adhérer. En particulier, mais tout à l'heure, j'étais avec Christian Pesutti et puis Gilles Lagayuzer sur l'écoquartier et la labellisation que j'ai ici, qu'ils ont ramené de Paris. Bon, c'est en fait avec un travail avec France Ville et Territoires Durables avec lequel on le fait. Donc voilà, la proposition, c'est qu'on puisse effectivement travailler avec eux. Ils vont nous servir parce qu'ils ont pas mal aussi d'ingénierie et puis également ils ont également pas mal d'expériences sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir se servir de ces moteurs. Voilà, donc ça c'est le premier dossier que je voulais vous présenter. Ensuite, on a les dossiers 19 et 20 qui n'ont pas vocation normalement à faire l'objet d'une présentation, si ce n'est que j'ai compris que la délibération qu'on nous avait donnée et donc qui a été transmise sur l'ouverture l'ouverture dominicale des commerces pour l'année 2024 pour Tonnes n'était pas la bonne, que ce qui avait été voté à Tonnes, c'était pour 8 et non pas sur 12. C'est ce qu'on m'a dit, c'est que les services m'ont dit tout à l'heure. C'est bien ça? OK, donc par rapport au dossier tel qu'il vous a été donné, il y a une modification pour le dossier de Tonnes. Ce n'est pas 8 journées dominicales, mais c'est 8 et pas 12. OK? C'est bien ça? Oui, mais nous d'habitude, on suit les votes des communes. Et puis, le dossier suivant, c'est l'acquisition de parcelles pour la réalisation de la future déchetterie de Marmande. On a une petite modification puisqu'il y a un terrain qui ne sera pas, dont on n'avait pas besoin, qui ne sera pas cédé à l'agglomération. Voilà pour ces 3 dossiers. Est-ce qu'il y a des questions concernant ces 3 dossiers ? Donc, sur l'adhésion à Franceville, qui est pour. Très bien, pas de vote contre, pas d'abstention. Sur l'ouverture dominicale des commerces, qui est pour. Là non plus, c'est bon pour tout le monde, très bien. Et sur l'acquisition de la parcelle, pardon, 2 votes contre, 3 votes contre. Et une abstention. C'est sur les ouvertures dominicales. On est bien d'accord? 3 votes contre et une abstention. C'est bon pour les services? Non. Alors les votes contre, relevez le doigt, c'est ici et là-bas. Voilà. Il y en a 3, 2 ici, là, et derrière. Et l'abstention ici. Voilà. OK. Et sur la modification pour l'acquisition de parcelles sur la future déchetterie de Marmande? OK. Est-ce qu'il y a là des... C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Très bien. Je vous remercie.
Sur le dossier suivant, donc là avec une présentation, c'est le règlement d'intervention végétalisation. Donc dans le cadre des suites opérationnelles du plan de végétalisation qui avait été élaboré à la fois par VGA mais avec le CRMA, je vous propose d'échanger sur le lancement d'un règlement d'intervention pour accompagner les projets des communes. Pour rappel, le plan de végétalisation avait commencé et débuté en 2020. Il est composé de plusieurs outils à disposition des communes, une cartographie des îlots de chaleur, un diagnostic territorial, des formations à destination des agents des communes et de VGA, ainsi qu'une boîte à outils composée des 2 volets. Le second volet que l'on vous a remis à l'arrivée, à l'entrée, donc, comporte des préconisations que vous pouvez intégrer dans vos documents d'urbanisme, PLU, ou carte communale si vous en avez, ainsi que dans vos commandes publiques. Le premier volet était composé de fiches pédagogiques sur les bienfaits de la nature en ville, ainsi que des fiches pour passer à l'action. J'en profite pour vous indiquer également la mise à jour du guide des essences locales par le PETR. N'hésitez pas à vous rapprocher des services de VGA ou du PETR pour obtenir les documents en version numérique concernant, je disais bien, la partie du guide des essences locales. Et je vais laisser la parole à Tanguy Clabon, élu délégué de la renaturation, qui va vous exposer les contours du règlement d'intervention. Voilà, Tanguy, à toi. Merci Président. Bonsoir à toutes et tous. Donc les objectifs de ce règlement d'intervention sont multiples. Il s'agit principalement de favoriser les espaces de nature, lutter contre les îlots de chaleur dans les centres-villes et centres-bourgs. Il s'agit aussi de créer un cadre de vie agréable et attractif pour les habitants actuels ou futurs de nos territoires. L'accroissement de la nature en ville permet également l'accroissement de la biodiversité, mais aussi de travailler sur la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Les effets de la nature en ville sont bien connus, mais les projets sont parfois difficiles à mettre en œuvre pour des raisons techniques ou des raisons financières. Notre objectif était donc d'accompagner financièrement et techniquement les communes de Val-de-Garonne Agglomération dans leurs projets de végétalisation et de renaturation des espaces publics. Le règlement d'intervention est en annexe du dossier du Conseil. Je vous en donnerai donc uniquement les grandes lignes. Donc pour élaborer ce règlement d'intervention, donc définir des critères de sélection et des modalités de financement, un groupe de travail a été créé. Le sujet étant transversal, il regroupe des élus des 2 commissions Habitat, Aménagement de l'espace, ainsi que la commission Développement durable, Transition écologique et Environnement. Ce groupe de travail s'est réuni 3 fois sur les dernières semaines, en lien étroit avec les agents de VGA touchés par ce futur règlement, donc les 2 pôles que je viens de citer, et aussi les services juridiques en charge des fonds de concours. J'en profite pour remercier les collègues élus qui ont participé à ce groupe de travail, ainsi que les agents qui se sont impliqués dans l'élaboration de ce document. Donc, ce groupe de travail a défini des critères d'éligibilité et des critères de sélection. Le détail complet des critères se trouve également en annexe du projet de règlement. Donc 3 critères d'éligibilité ont été établis qui sont cumulatifs et rédhibitoires, c'est-à-dire qu'il est nécessaire que le projet remplisse l'ensemble des critères pour pouvoir être analysé, des critères d'éligibilité pour pouvoir être analysé. Tout d'abord, il faut que le projet soit situé en centre-bourg ou centre-ville. Donc pour les communes inscrites dans le programme Action Cœur de Ville ou Opération de revitalisation des territoires, il doit être localisé dans le périmètre qui a été défini dans la Convention. Pour les autres, ça doit être dans une situation dense qui propose des services, mairie, commerce, etc., qui caractérisent le centre-bourg. Par ailleurs, il faut que le projet concerne la renaturation d'un espace public impliquant que le maître d'ouvrage soit la commune. Ça ne peut pas être VGA, par exemple, qui intervienne pour pouvoir être subventionné.
Et enfin, le troisième critère qui est un peu nouveau et dont nous sommes assez fiers, si j'ose dire, c'est que la demande concerne une aide sur les études de maîtrise d'œuvre, puisqu'en effet, nous avons constaté que les projets de travaux concernant la renaturation d'espaces publics sont bien subventionnés par d'autres cofinanceurs, le Fonds vert, l'Agence de l'eau, etc., mais qu'il n'y avait pas de subvention sur les études. Donc c'est là-dessus que s'appuiera ce régime d'intervention. Et ensuite, donc, une fois la commune éligible, nous avons établi 9 critères de sélection, que sont par exemple donc, le fait que le projet fasse appel à des professionnels, c'est-à-dire un bureau d'études ou un paysagiste, qu'il améliore le cadre de vie, qu'il intègre une dimension de participation citoyenne, qu'il favorise la désimperméabilisation des sols, qu'il gère in situ les eaux pluviales, qu'il vise à accroître la biodiversité, qu'il intègre la durabilité de l'aménagement et la gestion du site, que les essences plantées soient celles qui sont présentes dans le guide des essences locales dont vient de parler le président, et que le projet s'inscrive dans une démarche partenariale et de mise en réseau. Donc sur un total de 28 points maximum, seuls les projets ayant obtenu une note supérieure à 14 ou un minimum de 15 seront aidés financièrement. Pour abonder ce règlement, il est proposé au budget d'y dédier une enveloppe de 50 000 € par an sur 3 ans. Les projets pourront être aidés à hauteur de 50% du reste à charge pour la commune, plafonné à 5 000 €. C'est à peu près le même régime de fonctionnement que les fonds de concours de VGA. Par exemple, pour une étude à hauteur de 5 000 €, si la commune n'a pas d'autres cofinanceurs, elle obtiendrait 2 500 €. Et enfin, pour encourager le passage opérationnel des études de conception, le versement de la subvention se fera en 2 temps. C'est-à-dire qu'un premier versement aura lieu au démarrage de l'étude et un second au démarrage des travaux, pour éviter que les études restent dans les tiroirs. Pour information, la mise en place de ce règlement nécessite, pour des raisons administratives et juridiques, d'adapter à la marge le régime d'intervention des fonds de concours. C'est uniquement une modification juridique, mais qui n'a pas d'incidence sur le règlement du fonds de concours. Ce sera bien 2 budgets différents. Donc, le lancement opérationnel est prévu au 1er janvier 2024 pour une durée de 3 ans, jusqu'à la fin du mandat. Donc 2 dépôts de dossiers par an seront ouverts, un premier au 31 mars et un second au 30 septembre. Une commission se réunira pour évaluer les critères de sélection qui ont été définis précédemment. Et donc, à noter que le second dépôt en septembre sera conditionné à l'enveloppe financière restante pour l'année en cours. Donc, je vous invite donc à prioriser autant que possible un dépôt de dossier en début d'année, donc au 31 mars de chaque année. La diapo suivante. Merci. Non, il en manque une. Bon, simplement pour nous contacter, il y a une adresse mail unique qui a été créée, qui est simplement végétalisation@vg-aglo.com, où vous pouvez déposer les dossiers, mais aussi les questions. Et les services de VGA, et en particulier Juliette Gasnier, se chargera de répondre dans les plus brefs délais. Voilà, je vous remercie. Merci Tanguy de cette présentation pour ce nouveau régime concernant donc la végétalisation. Je rappelle qu'il y a eu trois exemples qui ont été faits déjà par la commune de Marmande sur l'îlot Espier, par Tonnes, c'était sur l'îlot Jules Ferry, et puis par Meillan sur un cœur d'école sur Meillan. Voilà, c'était les 3 qui avaient été pris pour expérimenter le travail qu'on pouvait faire là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Oui,
Monsieur Gilbert Dufour. J'ai un micro à côté, alors ça tombe bien. Oui, je pensais bien qu'on allait le retirer, mais non, c'est trop tard. En fait, sur les jachères fleuries, est-ce que c'est pris en compte sur les espaces fleuris? Jachère fleurie, mais Tanguy est à côté de toi, hein, c'est lui qui va répondre. Alors, dès l'instant qu'il s'agit que ça respecte les critères de sélection, notamment la désimperméabilisation, pourquoi pas, mais encore une fois, il s'agit de subventionner une étude et pas les travaux. Donc, a priori, une jachère fleurie simple ne nécessite pas beaucoup d'études. Je ne pense pas que ça coûte très cher non plus. Voilà. Et je ne suis pas sûr que tu aies à faire une étude pour faire de la jachère fleurie. Est-ce qu'il y a d'autres... Et sortez-lui le micro quand même. Je l'ai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Donc, qui c'est qui est pour? Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Très bien, mais écoute, Tanguy, voilà. Merci pour le travail que tu as réalisé avec les équipes. Le dossier suivant, c'est la convention de délégation de compétences GPU entre l'AGLO et puis les communes. Donc, vous le savez, suite à la prise de compétences par l'AGLO, mais on a maintenu en gestion par les communes. Ce dossier est représenté chaque année afin de prévoir au budget les travaux en matière d'eau pluviale prévus par les communes. Donc, vous avez eu le détail des montants dans les projets de délibération qui ont été transmis sur ce dossier. Seule une commune, et la commune de Tonnes, on ne connaissait pas le montant, puisque le conseil municipal a délibéré cette semaine. Et donc, il faut rajouter sur cette délibération pour Tonnes 200 000 € en investissement et 20 000 € en fonctionnement. Donc, qui seront donc ajoutés à l'annexe pour la commune de Tonnes. Voilà. Est-ce qu'il y a là-dessus, vous avez pu regarder ce que vous avez noté. S'il n'y a pas de questions, on passe directement au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? C'est donc à l'unanimité qu'on a effectivement voté cette mesure. Dossier suivant, c'est les dossiers 23, 24, 25. C'est des rapports annuels sur les prix, qualité de l'eau potable et d'assainissement du syndicat Haut-Garonne-Gascogne, du syndicat Bassane-Drô-Garonne et puis du syndicat Haut-47. Bon, voilà, les dossiers sont complets. Je suis sûr que vous les avez lus avec beaucoup d'intérêt. Et s'il y a des questions, on va essayer d'y répondre. Et s'il n'y a pas de questions, je vous demande d'en prendre acte de ces rapports. OK, on en prend acte tout le monde sur les rapports. Je vous remercie. Juste quelques mots, plusieurs fois qu'on en parle, mais bon, juste le rappeler sur sur la politique de l'eau, sur les enjeux que l'on va avoir demain sur cette politique. Juste le rappel, mais quand même, sur l'eau potable, on a plusieurs enjeux. On a à se poser la question sur la préservation de la ressource en eau et entre autres, on a à devoir substituer dans les forages qui sont avec des accords moratoires dans les nappes profondes, à les substituer par des captages en surface. Et on a pas mal de captages dans des forages en eau profonde qui sont avec effectivement des moratoires, c'est-à-dire que ce n'est qu'avec ce moratoire qu'on a le droit, mais du jour au lendemain, l'État peut nous supprimer la possibilité de... Donc il faut absolument que l'on réfléchisse sur la ressource en eau. Et dans les eaux superficielles, aujourd'hui, il n'y a que Marmande, la station de Marmande, qui prend en eau superficielle dans la Garonne et également dans la nappe d'accompagnement de Garonne. Partout ailleurs, on est livré avec de l'eau qui est en eau profonde. Et sachez que demain, voilà, ou après-demain, je ne sais pas quand, mais ça sera terminé. Donc on a ce travail-là sur la préservation de la ressource. On a un travail bien sûr sur la sécurisation,
de cette ressource en eau potable. Donc, il va falloir qu'on travaille sur les interconnexions des réseaux et puis peut-être sur les partages des infrastructures. Chose importante, nous devons absolument maîtriser la ressource en eau potable, parce que si on dépend des autres, on dépendra aussi du prix des autres. Et quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui quand même sur l'eau potable, on a intérêt à avoir, nous, une maîtrise. On a un autre sujet, c'est la qualité de l'eau potable. Aujourd'hui, globalement, on trouve ce qu'on cherche, mais il y a plein de choses qu'on ne cherche pas. Et donc, quand on regarde les alertes aujourd'hui de la part des agences régionales de santé, des ARS, voilà, je pense que là, on a un sujet qui va être important pour nous. Et nous devons aussi anticiper l'urbanisation pour les besoins futurs. Parce que vous voyez qu'aujourd'hui, enfin là maintenant, ce n'est plus le cas, mais il y a des communes qui sont restées pratiquement 6 mois sans fourniture d'eau potable. Voilà, donc, nous devons absolument anticiper ces éléments-là. Nous devons faire attention. Alors, sur ce que gère aujourd'hui VGA, c'est-à-dire centre-ville Tonnes et centre-ville de Marmande, nous avons des taux de rentabilité qui sont plutôt intéressants. Je parle de rentabilité de l'eau potable, c'est-à-dire qu'on est aux alentours de 85% d'utilisation d'eau potable entre ce qui est produit et ce qui est livré. Sachez qu'il y a des endroits chez nous où on est à 60%. Sur notre territoire. Ce n'est pas géré par nous, mais sur notre territoire. Donc vous imaginez, presque 1 litre sur 2 d'eau potable qui est produit est perdu. Voilà. Donc je vous dis, avec tous les enjeux que l'on a, on a là un enjeu d'investissement énorme, c'est ça que ça veut dire, de remplacement de toutes les canalisations, de manière à avoir de moins en moins de pertes. Ça, c'est pour la partie eau potable. Nous allons devoir nous poser des questions. Ça commence à le faire sur. Il y avait une initiative sur Marmande sur la réutilisation des eaux en sortie de stations d'épuration. Donc, pour en particulier l'arrosage. Bon, je dis bien en particulier, mais ça peut être d'autres choses. Donc là, il y a un enjeu à travailler sur ce sujet. Nous avons un sujet autour des eaux pluviales urbaines en particulier. Aujourd'hui, on a une culture qui est de récupérer cette eau potable et puis de la mettre dans les réseaux le plus rapidement possible pour que ça n'aille. Demain, avec les réchauffements climatiques, on a plutôt intérêt à se poser la question de savoir comment on la réintroduit dans le sol. Et donc, ça veut dire que dans nos documents d'urbanisme, nous allons devoir mettre en place pour les nouvelles constructions d'autres modes de travail par rapport aux eaux pluviales. Et donc, ça fait partie des éléments que nous allons devoir travailler. Nous allons, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, travailler sur les risques d'inondation. Bon, ça, je n'y reviens pas. Mais nous allons également devoir travailler sur le partage de l'eau, et en particulier sur la prévention, sur les conflits qui vont, si on n'y travaille pas dessus, inévitablement, nous rejoindre. Quand on est en situation d'étiage sur Garonne, pour le faire vite, et qu'on a à la fois des prises d'eau pour l'eau potable et puis également des prises d'eau pour l'irrigation en agriculture, si on a des étiages qui deviennent de plus en plus sévères, eh bien, on aura des conflits d'usage sur l'eau potable. Donc il faut absolument que nous travaillions là-dessus, et on a sur notre territoire un travail qui va commencer, ça s'appelle un projet de territoire de gestion de l'eau, un PTGE, qui va commencer pour justement aborder, travailler avec les différents types d'utilisateurs, que ce soit les humains,
eau potable, que ce soit la nature, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les entreprises, de manière à voir comment on s'organise là-dessus. Donc vous voyez que le chantier sur l'eau est un chantier qui va s'ouvrir et qui va comporter énormément d'éléments, mais c'est l'obligation, me semble-t-il, que nous avons si on veut bien préparer l'avenir pour les générations futures. Voilà, je voulais le dire, on a commencé à avoir ce débat en bureau, mais voilà, je voulais le dire ici en conseil aussi, parce que vous allez voir s'il y a un certain nombre de dossiers qui, bien sûr, vont arriver là-dessus. Donc, il n'y a pas du tout de vote là-dessus, mais je voulais en profiter pour aborder ce sujet et pour nous sensibiliser. Dossier suivant, donc, c'est le travail sur les richesses humaines. Mais je vais laisser Claude Lalande nous présenter l'actualisation de ce travail. Il est en face de moi. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs, monsieur le président, chers collègues. Alors, effectivement, sur l'actualisation de la Convention des services communs, en fait, vous savez que la gestion des richesses humaines est mutualisée pour certains points, et pas que le service, que ce service. Donc, effectivement, ça a été créé le 1er janvier 2016, ces services communs, gestion des ressources humaines, appelés, donc, on y retrouve la direction des services d'information et la direction des affaires juridiques et de l'achat public. Et c'est mutualisé, ces fonctions, ressources, pour les communes de Tonneins, Marmande et Val-de-Garonne. Et à l'issue d'un bilan de fonctionnement de 2021, puisque créé en 2016, bilan en 2021, la révision de la gouvernance et la clé de répartition des coûts nécessite forcément une actualisation de la convention entre les trois entités. Ça a évolué, voilà, il y a eu des attentes, des interrogations qui ont apporté des réponses. Le cadre initial est actualisé avec les éléments suivants. La mise à jour des modalités de pilotage du dispositif des services communs, la clarification des missions de chacun, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour chaque structure concernée et pour chaque service concerné, l'actualisation des critères de remboursement de leurs activités par les communes auprès de Val-de-Garonne Agglomération, c'est important, il s'agit que ça soit une bonne équité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de la surfacturation ou de la sous-facturation, il y a des coûts et il s'agissait d'être parfaitement transparent. Et donc ça a été aussi une demande de la CRC dans son rapport d'examen des comptes de la gestion remis en septembre 2023. L'approfondissement des modalités de gestion des services et enfin l'explicitation des modalités de résiliation du dispositif, puisque s'il y a un accord, on peut en sortir également. Voilà, Président, très rapidement, les éléments donc, qui ont été nécessaires pour réactualiser la Convention. Très bien. Y a-t-il des questions sur ce dossier-là? Non? On peut passer au vote là-dessus. Qui c'est qui est pour? Vote contre ou abstention. Donc, je vous remercie. Ensuite, bon, ben là, c'est le rapport annuel de l'état d'avancement. Bon, voilà, c'est chose habituelle là-dessus. Pas de vote contre ou d'abstention. Très bien. Ensuite, on a création d'un emploi sur un chargé d'opération foncière. Ça, c'est un travail qui va se faire au niveau économique, de manière à pouvoir, en particulier, reprendre les friches et donc d'être beaucoup plus opérationnel sur les reprises des friches pour l'accueil d'entreprises. Donc ça, c'est ce poste-là. Un emploi de thermicien, c'est le travail pour gagner sur la sobriété sur notre patrimoine. Voilà, donc c'est ce travail-là. Et puis après, on a le recrutement d'agents contractuels pour faire face aux accroissements temporaires d'activité ou des accroissements saisonniers d'activité. Sur ces rapports 27, 28, 29, 30, non 27, il a été voté. Mais sur le 28, 29, 30, c'est bon. Pas de vote contre ou d'abstention.
Très bien. On continue sur ce domaine-là. Recrutement d'agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire d'emploi permanent. Donc, c'était un petit peu différent. Tu peux, vas-y. Oui, là, simplement, il s'agit, vous savez que quand on fait des recrutements, on ouvre ces emplois à des agents ou à des fonctionnaires de la fonction territoriale, mais quelquefois on a carence et donc c'est pour ne pas laisser le poste vide on vous propose justement de pouvoir recruter des contractuels. Voilà, tout simplement. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier 31? Pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Dossier suivant, c'est le recrutement de chargé de mission, mais je disais projet de territoire pour la gestion de l'eau. Voilà, je viens d'en parler tout à l'heure. On se croirait à Meillan. Pardon. Bon, pardon. Sur le projet, oui, chargé de mission, projet de territoire sur la gestion de l'eau. Pas de questions, pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Transformation d'emploi pour recruter un acheteur public au sein de la direction mutualisée des affaires juridiques et de l'achat public. C'est un dossier, enfin, c'est un service qui est mutualisé. On a discuté là avec justement Marwan et Tonès. Je regardais juste, on a vu la hauteur des investissements qu'on est en train de faire. Mais je regardais en fonctionnement les marchés qui passent par les marchés publics. Au niveau de l'agglomération, c'est plus de 6 millions d'euros, je crois, Laurent. Voilà, 6 millions d'euros qui passent là-dessus. Voilà. On a aujourd'hui là des économies réelles à faire en étant meilleur sur notre achat. Voilà. Et donc, c'est la proposition que je vous fais là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions sur ce poste-là? S'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non. Très bien, on passe au dossier suivant. C'est l'adaptation du forfait mobilité durable conformément aux évolutions réglementaire. Bon, vous avez vu le dossier, ne me demandez pas de le présenter, je ne saurais pas vous le présenter, mais vous avez vu le dossier, c'est juste, on se met dans la réglementation, mais peut-être que Claude, tu peux en dire deux mots? Oui, alors, oui, parce que ça peut intéresser quand même tout le monde à un moment donné. C'est effectivement à travers aussi les services RH et en faveur du pilier de la transition écologique, et c'est important, c'est de pouvoir permettre à tous les agents, quelque endroit qu'ils se trouvent, de pouvoir utiliser et être indemnisés à la fois sur un vélo classique, à thermie musculaire, soit avec un VAE, soit en covoiturage, soit avec des services de mobilité partagés. Et donc, il est instauré, enfin il sera instauré si vous le votez, effectivement, une indemnité de 100 € pour une utilisation entre 30 et 59 jours, de 200 € pour une utilisation entre 60 et 99 jours, et 300 € pour une utilisation d'au moins 100 jours. Donc voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors bien sûr, après, il y a des conditions de présence, ça je vous passe les détails. Mais néanmoins, ça peut être très intéressant pour favoriser justement la transition écologique et l'utilisation de mobilité douce. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Merci. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? S'il n'y a pas de questions, je suppose que tout le monde est d'accord. Qui c'est pour? Voilà, c'est pour faire un peu de mouvement, pour éviter de... Bien, merci. Juste quelques informations diverses. Première information diverse, pardon, je l'ai perdu. Oui, voilà, un schéma directeur, je le disais tout à l'heure, un schéma directeur de l'immobilier et de l'énergie qui est maintenant finalisé. On a eu le comité de pilotage final cette semaine ou la semaine dernière.
Juste quelques éléments concernant ce projet. On fait partie des premières collectivités à l'avoir terminé. C'est ce qui nous a permis d'avoir un financement aussi de la FNCCR, qui est une fédération nationale de, je ne sais plus exactement quoi, mais c'est autour de l'énergie. Ce schéma a conduit à l'élaboration du PPI sur les travaux, et ce jusqu'en 2027. Donc c'est pour ça qu'on avait ces montants que l'on voyait qui étaient importants sur ces opérations, et plusieurs opérations d'ampleur, dont certaines sont déjà en cours, comme le centre loisirs sur Marmande. Le PPI sur la période portera sur ces dossiers-là, sur ces projets-là, sur 12 millions d'euros, et ça veut dire 3 millions d'euros par an. Pour les opérations à venir, il y a la rénovation énergétique d'Aquaval, il y a tout le travail aussi sur la sobriété énergétique autour de la maison du développement, la rénovation de la crèche d'Olto, de la crèche de Tonnes, et puis du centre technique de Beaupuy, ou encore sur le centre de loisirs de Sainte-Bazeille. Le suivi de ces projets est assuré par un comité technique multidisciplinaire auquel viendra s'ajouter le thermicien dont je vous ai parlé tout à l'heure au cours de l'année, et puis avec un portage politique avec moi, Marie-France Bonneau, et puis Gilles Lagahuzer qui ont travaillé sur ce dossier. Donc, voilà, vous le voyez, on s'engage fortement sur cette performance énergétique parce qu'on pense bien qu'on devra non seulement être en conformité avec le décret tertiaire, mais également, il faut absolument qu'on soit exemplaire sur notre parc de patrimoine public, et on fera des économies. Deuxième information générale, donc c'est sur le développement des énergies renouvelables. Bon, ça c'est la première pierre à l'édifice de ce travail sur la solarisation de notre patrimoine. Le lancement du projet photovoltaïque en toiture sur le hangar technique de la voirie à Beaupuy. La pose de panneaux est désormais terminée. Nous sommes en attente du raccordement par Enedis. La puissance installée, alors écoutez bien, hein, c'est 113 kW crête pour une production de 140 MWh par an. C'est un équivalent de consommation annuelle de 30 foyers. Le coût pour l'agglo s'élève à un montant hors taxe de 110 000 euros, mais ça va générer en termes de recettes environ 15 000 euros par an. Ça nous fait un retour sur investissement à 8 ans. C'est ce que l'on a prévu sur ce dossier-là. C'est plutôt bien là-dessus. Donc, au-delà, bien sûr, au-delà des 8 ans, eh bien, en fait, on aura des recettes qui seront directes pour notre agglomération. C'est un début, vous le savez, on en a déjà parlé. 2 autres projets verront le jour, tandis qu'un 3e projet sur Ombrière va être étudié. Et puis, enfin, j'en ai parlé, juste dit 2 mots tout à l'heure. Donc, reconnaissance nationale sur la labellisation de l'écoquartier livré pour mon plaisir à Sainte-Bazeille. On est sur un niveau de labellisation 3 sur 4. On a une amélioration continue pour répondre aux critères de ce label, une adaptation aux besoins du territoire, et puis une implication des habitants et de la participation. Le 4 sur 4 sera l'écoquartier vécu, et ce sera dans 3 ans. Voilà, donc on a parfaitement répondu. Je rappelle juste que sur cet écoquartier, en 2020, quand on l'a repris, c'était un écoquartier qui était arrêté, avec un déficit entre 600 et 700 000 euros. Les décisions que nous avons prises ici, c'était certainement de reprendre ce dossier-là, de réaménager, et donc de retravailler sur l'aménagement, de reposer un nouveau projet, de déposer un nouveau permis d'aménager, de manière à toujours être dans la volonté d'un écoquartier, mais d'arrêter d'être dans un dossier qui perdait de l'argent. Voilà, donc ce que l'on est en train de faire aujourd'hui fait qu'on a un écoquartier. Alors, on ne va pas réussir à résorber la perte. Hein, que les choses soient très claires. Par contre, aujourd'hui, on a un écoquartier qui est équilibré sur ce qu'on est en train de réaliser là-dessus. Et nous aurons, à terme, quand l'écoquartier sera terminé, nous aurons 120 ou 121 logements sur le site.
Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Je ne sais pas si Christian ou Gilles veut rajouter quelque chose là-dessus. Non, juste un mot. C'est vrai que cet écoquartier a été lancé il y a un peu plus de 10 ans. 12 ans, je crois qu'on a commencé à en parler à peu près à ce moment-là. Et donc, au début, effectivement, il n'y avait absolument pas un enthousiasme général partagé. Bon, ça a été décidé, mais c'était un peu quelque part, un peu un pari. Et c'était à l'époque, on parlait beaucoup moins d'économie d'énergie, de transition écologique, enfin, toutes les préoccupations qu'on peut avoir aujourd'hui et où on ne passe pas une réunion sans en parler. Il y a 10 ans, on n'en parlait jamais, ou à peu près. Donc ça veut dire qu'on part de loin. Par contre, je crois que effectivement, le site avait été choisi à l'époque parce qu'il fallait avoir un bourg à côté assez consistant, disons, avec des commodités, avec la possibilité de rejoindre cet écoquartier sur un bourg avec des commerces, avec des services, avec bon, et de ce côté-là, effectivement, ça ne s'est pas démenti, puisque bon, à Sainte-Mazeille, on a à peu près tout, hein, dans le centre, on a à peu près tout pour que les gens puissent vivre et être à proximité de toutes les commodités qu'il peut y avoir pour vivre correctement. Donc, et les services aussi. Donc, ça s'est fait. Ça a été très difficile au départ. Alors, pour plusieurs raisons, il y en a eu au moins 2 raisons. C'est qu'on est rapidement rentré dans une crise immobilière qui a été assez forte et qui a été de nature à ralentir l'envie un petit peu et la possibilité des gens d'investir. Ensuite, on a eu, il faut bien le dire, au début, une sorte de rumeur qui n'était pas du tout favorable et qui s'est propagée d'une manière peut-être idiote, mais peu importe, une rumeur, qu'elle soit juste ou fausse, elle fait ses dégâts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on disait, voilà, on va mettre tout ce qu'on ne veut pas ailleurs, quoi. En caricaturant, c'était à peu près ça. Donc ça a été aussi un frein. Ça a été aussi un frein au départ. Et puis, il faut dire aussi que la première conception qui avait été faite n'était pas tout à fait en adéquation avec le marché. Donc, on était déconnecté du marché et donc ça n'a pas non plus ça n'a pas facilité les choses, ça les a même bien compliquées. Donc, ça a été dur. Et puis, bon, la première tranche, une tranche d'1,5 hectare à peu près a pu se faire. Et ensuite, en 2020, effectivement, quand ça a été repris, bon, il y a eu un changement de maître d'œuvre, et puis ça a été repris avec une conception différente, et on a revu pas mal de choses. Et entre autres, effectivement, l'équilibre financier qui devait être assuré. Ça, c'était aussi le but. Et on s'est rendu compte, au fur et à mesure que le temps a passé, que finalement, la conception d'un écoquartier, ce changement un petit peu de culture au niveau de l'urbanisme, ma foi, au départ, personne ne voulait trop en entendre parler, mais à la fin, tout le monde se rend compte que c'est ce qu'il faut faire, ou c'est ce qu'il va falloir faire. Donc, maintenant, il faut essayer d'aller au bout correctement, et puis que ça devienne une sorte d'exemplarité, et que même là où ça ne sera pas un écoquartier, il puisse y avoir au moins des éléments qui pourront servir à tout le monde. Voilà, c'est ce que je voulais dire en 2 mots, un peu plus de 2 mots quand même. Mais je passe, parce qu'on est allé avec Christian chercher. Alors, effectivement, le trophée, là, c'est très bien. Mais je pense qu'en plus de ça, c'est quand même quelque chose qui nous cautionne à tous, au niveau de Val-de-Garonne et qui nous encourage à continuer un petit peu dans cette voie par rapport au progrès que l'on peut faire, dont on parle maintenant tout le temps,
Et ces progrès-là, bon, ils sont en germe un petit peu dans l'écoquartier, avec la question de la diversité aussi des logements, puisqu'il y a des propriétaires, des locataires, des primo-accédants, etc., des logements individuels, des logements en ligne, bon, il y a un petit peu de tout, et donc de la diversité aussi en termes de population, puisqu'il y a des propriétaires occupants, du locatif, des primo-accédants, enfin voilà quoi. C'est de la diversité en espérant que ce soit aussi toujours de la sérénité. Merci. Poté de mots. Christian, vas-y. Alors moi, je vais en rajouter qu'un troisième mot. Moi, je ne suis concerné que par la partie au-delà de 2020. Je me rappelle très bien l'enjeu. Moi, je souhaite remercier tous ceux qui ont travaillé parce que pour arriver à ça, il a fallu travailler beaucoup, je vous en assure. Également, ce qui est important, c'est que ce soit reproductible, qu'on essaie de, tu l'as dit en gros, hein, qu'on essaie d'en tirer parti pour tout le monde, que tout le monde en tire parti, parce que c'est un autre mode de vie que l'on va faire dans ces quartiers-là. Voilà, c'est tout. Je ne peux pas en rajouter plus. Très bien, merci. Juste, Jacques, juste quand même, quand on est allé. À certains, il ne faut pas leur laisser le micro. Non, mais ça va être très vite fait. Quand on est allé à Paris, donc il y avait 10 villes, quoi, 10 villes ou agglos, enfin bon, qui étaient retenues. Donc, pour vous dire, il y en avait une qui était à peu près de notre dimension de Sainte-Bazeille, c'est-à-dire qu'il y avait 2000 habitants de plus. C'était Fleury-sur-Orne. Sinon après, c'était Boulogne-Billancourt, Rueil-Malmaison, Saint-Germain-en-Laye, Dijon. Voilà, on s'est retrouvé au milieu de ces gens-là. Hein. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes proportions. Par contre, c'est le même concept, la même envie de d'aller dans ce sens. Merci. Merci bien d'avoir précisé ces éléments-là. Donc, toujours est-il, on a cette reconnaissance nationale et puis c'est très bien. Et ça veut dire aussi que voilà, on aura un exemple sur un écoquartier sur notre territoire. Juste dernière information, c'est voilà, avant de vous souhaiter pour toutes et tous des bonnes fêtes de fin d'année, c'est de se retrouver, de vous inviter, vous avez dû le recevoir, de vous inviter pour la cérémonie des vœux. Cette cérémonie spéciale 30 ans. Voilà, ce sera le vendredi 26 janvier à 19h à l'Espace Expo. 19h précise, parce que vous savez, il y a toujours des surprises dans ces vœux-là, donc c'est 19h précise à l'Espace Expo à Marmande. Voilà, vous avez eu l'invitation. C'est une invitation nominative, vous venez pas avec toute votre famille. Voilà, et je vous voilà, faites-vous inscrire de manière à ce qu'on soit aussi voilà, assez précis sur le nombre de personnes qui seront là. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous de très très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien. Et puis je vais laisser à Dante le mot de la fin pour conclure cette soirée. Qui était un peu glaciale. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, je vais essayer de ne pas être plus long que Gilles quand même, parce que voilà. Non, pardon pour le chauffage, hein, c'est juste sa sobriété, c'est vrai, mais ça fait déjà plusieurs années que ça doit être réparé, ça ne l'est pas fait. Ça l'est pas, donc, mais je vous garantis que le prochain coup, ça le sera. Oui, non, bienvenue donc à Tonneins et pour ce dernier conseil communautaire, bien entendu, de 2023, dans une ambiance peut-être un peu glaciale, mais ça va se réchauffer, vous inquiétez pas. Alors bon, mesdames, messieurs, je ne reviendrai pas sur, évidemment, sur l'épisode et les péripéties du paysage municipal tonninquais, bien entendu, dont vous avez entendu parler, mais simplement vous dire que c'est un cas d'école quand même, hein, un cas d'école des dérives politiques là qui restera dans les annales, croyez-moi, mais on en donnera tous les contours d'ici peu. Soyez rassurés quand même, parce que Tonneins quand même c'est une ville importante, deuxième ville de VGA, et qui fonctionne et qui doit fonctionner et qui fonctionne, qui n'a jamais arrêté d'ailleurs.
Et nous avions 7 adjoints, nous en avons 8 aujourd'hui. Et nous n'avons jamais arrêté les projets en cours, bien au contraire, et encore aujourd'hui avec cette équipe déterminée que nous avons. Donc, on est plein pot, même pendant les fêtes. Alors, je ne citerai pas évidemment tout le monde, j'en citerai 4 si tu permets, Monsieur le Président. Je citerai un jeune, Mathieu Pellerin, qui reprend la direction des services techniques, un jeune, et qui a une volonté de faire. Et vous en entendrez parler vraiment. Je retiens aussi Claudia, qui est adjointe aussi, Claudia Fazi, qui est dentiste, et qui aura, dans le cadre de la désertification des professionnels de santé, la lourde tâche de trouver, elle aussi, des professionnels de santé sur notre ville et sur notre territoire. Je citerai 2 élus aussi importants, même si tous sont importants, bien entendu, mais je citerai Jacques Talec, qui est médecin très connu, évidemment, sur le territoire et sur Tonneins, et qui est notre sergent recruteur au centre de santé du bassin Tourninquet. Je citerai aussi Jean-Louis Touret, qui est un ancien grand dirigeant de Vinci Asie, qui était directeur de Vinci Asie, et qui est là et qui fera tout ce qu'il pourra pour nous faire profiter de son énorme réseau pour la Manu. Voilà, donc je vous citerai quelques actions phares en 2 minutes. Évidemment, l'éducation, cité éducative, etc., vous le savez. Nos services à la population qui évidemment, sont importants. Vous connaissez tous le point commun aujourd'hui. C'est l'aide aux personnes isolées, la parentalité, etc. Et c'est un de nos axes forts de notre politique. Je parlerai aussi de la santé. La santé, même si c'est une compétence Val-de-Garonne aujourd'hui, je tiens à vous dire que le centre de santé du bassin Tourninquet, qui vient compléter l'offre que nous avons avec nos médecins libéraux aujourd'hui, eh bien, c'est une très belle pépite, hein, mesdames et messieurs, qui au service de la population du territoire, qui aujourd'hui a 7 médecins plein temps. Donc vous voyez, ça marche bien. Et puis, Monsieur le Président, une bonne nouvelle. On est à un excédent de pratiquement 100 000 € en fin d'année. Donc l'agglomération n'aura pas à payer le déficit de notre centre de santé en 2023. Donc c'est formidable. Et il n'y a pas d'impôt. Il n'y a pas d'impôt parce que cet excédent sera reversé aux salariés, aux médecins et aux secrétaires. On a 3-4 secrétaires qui en font partie. Je finirai en disant que l'économie aussi, même si c'est là aussi une compétence VGA, nous y sommes à fond dedans, notamment dans les commerces. Et ce soir, d'ailleurs, il va falloir qu'on parte parce qu'on a l'AET qui remet sa vitrine de Noël. Et là, c'est un beau lot. C'est magnifique, cette association qui a fait ce travail. Donc, commerce qui marche avec l'aide au loyer, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Ça marche. Et aussi, je ne parlerai pas de l'accompagnement que nous avons sur tous les porteurs de projets. Et nos services le font, les élus le font. Ça marche aussi. Les gros travaux de cœur de ville, bien sûr, on continue le projet Carl, le centre-ville, l'espace public, on continue. La Nouvelle-Orléans, oui, mais j'y arrive. La Nouvelle-Orléans, c'est parti aussi. Et les maisons colorées et tout, oui. Et évidemment, Monsieur le Président, grâce à l'agglomération et à tout le travail qui est fait, eh bien, les grands projets en cours, vous en avez parlé, le pôle multimodal qui a démarré, la déchetterie bientôt, on l'espère. Voilà succinctement, avant, chers collègues, de vous souhaiter à toutes et à tous un excellent, mais Mathieu Pellerin va y remédier, une excellente fin d'année, bonne fête, vraiment bonne fête en famille, bonne fête à tous. Et puis, on se retrouvera bien l'année prochaine. Donc, bonne soirée, un peu friscounette, mais voilà. On s'en excuse par avance. Merci, Monsieur le Président. Merci. Il y avait Michel Perra, pardon. Mais 2 minutes. Hein. On est d'accord, 2 mots. Oui. Je serai beaucoup moins long que mon ami Dante. J'étais long. Vous avez, mesdames et messieurs les maires, vous avez à l'entrée mis à disposition l'agenda de l'amicale des maires du Lot-et-Garonne. Donc, je tenais à vous le préciser parce qu'en plus, je suis arrivé en retard. Alors, donc vous pouvez les retirer sans aucun problème.
Et moi également, je vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne année. Bonne fête et puis bon appétit. Merci.